Donc, je me présente, Redan Noisser. Donc, je coordonne le GT7, hein, le dernier né des GT. C'est un GT qui s'occupe un petit peu de la simulation électronique. Pourquoi a-t-on besoin de ce GT? C'est au moment où on voit l'émergence de cette terminologie du jumeau numérique, compagnon, jumeau numérique pour valider, jumeau numérique pour comprendre, jumeau numérique des systèmes à forte prédominance logicielle. Et quand on dit logiciel, on a un petit souci, c'est qu'un logiciel, ça s'exécute sur l'électronique. Et un des points faibles, c'est l'électronique, qui est largement démontré maintenant, aussi bien structurellement par sa nature, donc ça définit des interférences, des faiblesses inhérentes à l'architecture elle-même, et aussi c'est le lieu préféré pour les cyberattaques, ou bien aussi pour les faiblesses par rapport à l'environnement. Donc si on n'a pas une modélisation de cette électronique, quelque part, le jumeau numérique des systèmes à prépondérance logicielle s'effondrent. Donc on ne peut pas garantir derrière sa résilience. Donc là, on s'est posé en tant qu'expert sur cette question, on s'est dit, mais est-ce que ces modèles électroniques sont disponibles en nombre et en capacité suffisante et à un modèle économique de prix acceptable? Ce qui est non. La réponse est non, et on le sait depuis des années. Donc de quoi on parle? On parle de la case rose au milieu, là, qui représente un système électronique X. Il y a des processeurs, des périphériques, des bus et des choses comme ça. Ce simulateur de carte électronique s'interface au reste du banc de test, au reste du jeu numérique, par ces interfaces hardware usuelles, qui sont détournées ici pour de l'instrumentation par des scripts, par des interfaces graphiques ou par des moyens d'observation. Donc, un banc de test type que vous connaissez tous, hein, une boucle de contrôle usuelle, donc il y a une partie processeur qui exécute le logiciel et le système physique qui est observé et piloté. Et il est observé par la perception, par ses senseurs, et il est piloté par les actuateurs, par des plans d'action qui sont exécutés par le système. Donc, mais finalement, en tant qu'industriel, vous avez envie d'exécuter des scénarios réalistes, ce qu'on appelle les milliers d'heures, les millions d'heures de fonctionnement pour démontrer que ça marche, le mettre en situation. Donc là, ce qu'on appelle les cases roses à côté, ce sont les scénarios. Ces scénarios habituellement fonctionnels, dont des études de robustesse de cybersécurité, ont besoin d'être instrumentés, détournés quelque part, par des injections de valeurs, des injections de fautes, pour voir est-ce que les mécanismes de résilience fonctionnent. Donc, typiquement, donc, en fonction des niveaux d'abstraction des simulateurs, hein, je ne vous apprends rien, donc un simulateur n'est pas figé, il a différents niveaux de représentation en fonction à quoi il sert. Donc il sert macroscopiquement à une branche que je n'ai pas représentée, à la définition fonctionnelle, pour simuler le comportement dynamique d'un système. Il vient après pour les phases de partitionnement, de placement des fonctions sur les sous-systèmes électroniques pour accomplir les missions. Par exemple, dans l'avionique, on a des obligations de ségrégation, même si on parle de mix critique, mais ça dépendra de la criticité des fonctions. On a un système et une composition de sous-systèmes. Par exemple, si je prends un exemple d'un drone, vous avez l'autopilote, vous avez la communication, vous avez la localisation. C'est un ensemble de sous-systèmes en interaction qui me permettent, in fine, de positionner un drone dans son environnement et de le faire voler. Donc là, j'ai vu la présentation de ANSYS que je vous recommande vivement. Elle est excellente là-dessus, sur le jumeau numérique en lien avec les drones. Et puis, on voit le cycle en bleu, là, mal foutu, c'est mon dessin. Donc, en fait, là, je représente le cycle de vie, comment on part d'un simulateur à arriver à un jumeau numérique. Donc on part d'une phase de spécification, de conception, et puis on conçoit l'électronique en même temps que le simulateur associé, on valide que le simulateur de fonctionnement ayant avoir développé quelques briques logicielles, une fois validé, on continue le développement intensif du logiciel sur la base de ce simulateur, avec des retours réguliers, en espérant qu'en fin de production, on aura un simulateur complet, représentatif du produit, ce qui est livré au client final. Aujourd'hui, la tendance veut que les clients, de plus en plus, demandent, gratuitement, bien sûr, c'est possible, si on lâche l'affaire, à avoir le jumeau numérique des produits livrés. Donc, globalement, il y a plusieurs études commerciales qui ont été faites sur ce domaine. J'ai pris celle-ci, qui est une des plus anciennes, qui démontre clairement que les sociétés qui ont pris le pas d'investir, ça coûte cher, la prise en main de la simulation. Ce n'est pas donné. Mais une fois qu'on a investi et on a gagné de l'expertise, on démontre clairement que le respect des délais de mise sur le marché, elles sont à minima à 25%. Dans certains usages peu critiques, on est plus à 50%. On est aussi sur une avance de phase. Il y a des trucs, on est en avance de phase sur le planning. Les retards sont aussi mineurs. Ça, c'est démontré, toutes les études le démontrent. C'est une question du ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, c'est une question d'expertise et de coût d'acquisition.
Et souvent, c'est un frein. Même pour des grands groupes, c'est un frein. Donc, le groupe de travail s'est dit, c'est quoi les freins? C'est un frein, on a entendu plein les freins. Donc, chacun a raconté son histoire, partant du coût à la complexité, à l'export. C'est pas mon métier. Les simulateurs, c'est divers et varié en fonction des usages. Et on a essayé d'étudier tout ça. Donc, ce qui représenterait, le groupe a vocation de vulgariser et de rendre accessible, de lever les barrières et de permettre l'utilisation de des systèmes qui deviennent finalement une obligation aujourd'hui. Les systèmes électroniques ne sont plus un monoprocesseur, c'est des multicœurs, c'est des SOC. Même les systèmes les plus banals de tous les jours, vu l'exigence de la société, deviennent des systèmes critiques. Bon, pas critiques comme un avion, mais ont des exigences quand même. Et il faut démontrer, sinon il n'y a pas de mise sur le marché. Donc le groupe s'est intéressé à plusieurs choses. J'ai essayé de résumer ça sur 3 belettes. La première, c'est quoi les verrous, d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique. Et il y avait les problèmes de l'offre actuelle ne correspond pas. Sous ce titre, il y a plein de choses. Ce n'est pas juste une offre de prix. Le prix, on va dire que les grands groupes vont payer. Les petits, il faudra faire des économies et se mettre en solidarité. Garder le terme mettre en solidarité. Et puis, il y a aussi la compétence. Ce n'est pas mon corps de métier. Est-ce que j'ai besoin de créer une division simulation chez moi? La NASA le fait. Tous les gens du spatial le font. Airbus le fait. Et donc, finalement, je pense que c'est la meilleure approche, c'est d'avoir une division, une direction, un service dédié à cela. Si on veut s'approprier de la simulation. Ce n'est pas les gens du hardware qui vont faire de la simulation. Leur métier, c'est de faire des FPGA. Ce n'est pas les gens du software qui vont faire des simulateurs. Leur métier, c'est d'écrire des logiciels embarqués. Mais comment ramener un nouveau métier, ce qu'on parlait sur le volet formation, qui ramènerait des gens du hardware, des gens de l'automatique, des gens du software, à travailler ensemble avec une composante simulation. Mais ça ne viendra pas dans les boîtes, ça viendra à partir des formations. Il faut aussi cartographier les compétences existantes en Europe. Parce qu'un des problèmes qui est en haut, juste au-dessus, c'est le libre d'export. Le libre d'export, quand un client exige le jumeau numérique, qu'on utilise une licence d'un produit qui contient des contraintes d'export, ça pose problème. Donc, d'où il faut cartographier qu'est-ce qu'on a sous la main en Europe. On a des petites bricoles, désolé, j'utilise le terme bricole, on a des petites PME, des petites sociétés, des initiatives universitaires, mais qui sont d'un bon niveau. Mais comment les mettre ensemble? Il ne s'agit pas de créer un grand groupe du jour au lendemain, mais déjà il faut les rapprocher et d'essayer de les faire travailler ensemble, mais chacun tient à son petit jouet sa propriété intellectuelle. Et donc, comment préserver cette propriété intellectuelle tout en les faisant travailler ensemble? Ça, c'était un problème. Comment que des grands groupes qui ont une chaîne de valeur derrière eux, donneurs d'ordre à des PME, à des fournisseurs de services, pour leur fournir des logiciels de qualité, peut-être ils peuvent jouer le jeu aussi. En agrégeant leurs efforts, en cofinançant, parce que c'est des simulateurs de cartes électroniques, donc c'est des génériques. Et il restera toujours des systèmes customisés après coup, qui sont faits par la composition de petits composants pour donner une architecture spécifique, mais on a toujours besoin des composantes de base. Donc il y a l'idée de cofinancement, un peu de solidarité pour produire ces simulateurs, et bien sûr mettre dans le panier l'existant, mais en le faisant maturer et le qualifier. Et une solution s'impose à nous. Avec toutes ces contraintes, dans l'ère du service, on est vraiment dans une logique nette d'une approche service. C'est-à-dire que celui qui possède quelque chose l'offre en service. Il faut qu'il soit visible. Il faut qu'il soit conforme pour qu'il puisse s'intégrer avec ses copains. Au niveau des standards, on en a suffisamment. Il ne s'agit pas d'inventer un nouveau standard, mais d'avoir une lecture commune des standards. On se rend compte, d'un point de vue technique, que finalement, c'est les interprétations qui posent problème et ce n'est pas la création d'un nouveau standard. Donc, ayant une place commune, un endroit commun qui dit « voilà l'interprétation, si tu veux rentrer là-dedans, il faut respecter cette interprétation », ça devrait arranger les choses. Le principe général de modèles de service, c'est d'avoir une solution cloud, une solution déportée, sur laquelle on mettrait les solutions outillées, qui faciliteraient l'utilisation, l'intégration. Et bien sûr, cette infrastructure va gérer les licences, va permettre de maintenir à niveau les versions. Donc, il n'y aura plus ce problème de gestion des versions, sauf pour les grands groupes qui, eux, sont obligés de figer les versions. Mais ça ne les empêche pas de prototyper initialement, de figer une version et de l'acquérir sur l'infrastructure interne. Mais pour les petites PME qui n'ont pas besoin de figer les versions, ils seront toujours à l'ordre du jeu, maintenus à jour à travers cette plateforme. Et le fait d'utiliser, donc payer, permettra de financer derrière les développeurs. Donc les futures actions de groupe sont simples, elles tournent autour de ça. C'est
Déjà structurer le groupe en sous-groupes thématiques maintenant. Au début, c'était un bric-à-brac, il y avait les industriels, les fournisseurs, et ça ne se parlait pas. Maintenant, on sait un petit peu où est-ce qu'on veut aller. Donc déjà, il faut identifier maintenant les gens qui sont intéressés, utilisateurs, les gens qui sont intéressés à contribuer, donc les fournisseurs, les organiser en groupe, définir les modalités d'accès à cette infrastructure. Les modalités peuvent être juridiques, financières et techniques, etc. Mais il y a le volet technique aussi, je parlais de standards tout à l'heure. Si on veut faciliter l'intégration, l'utilisation des composants, ça veut dire qu'il faut définir des façons de qualifier les composants, des façons de qualifier les outils et de les éprouver. Et donc ça, c'est la troisième belette. Les éprouver, c'est faire des études de cas, combinant plusieurs solutions. Bien sûr, là, on parle d'un système de bonne volonté. Si on arrive autour de la table avec chacun, je veux posséder, je veux imposer mon modèle, ça ne marchera pas. Et voilà, c'est ça ce qu'on va essayer de faire dans l'année prochaine ou les 2 années prochaines, si tout va bien. Ben, j'ai 3 minutes pour les questions, éventuellement. Et on m'a dit que je ne respecterais pas mon temps. Il y a aujourd'hui, Eric Coin à la FIS, il y a aujourd'hui des initiatives qui ne sont pas forcément françaises, plutôt internationales, et qui pourraient donner aussi de bons exemples à s'inspirer. Je pense qu'on en reparlera après. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, cette initiative, j'y pensais, mais j'arrivais pas. Cette idée, j'y pensais l'année passée, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Et un jour, merci Google, qui a fini par me profiler, et il me met sous le nez une initiative de l'OTAN. L'OTAN travaille aussi sur des approches de modèle as a service, modèle and simulation as a service, mais ce n'est pas pour les mêmes usages, hein, c'est pour des opérations militaires. Mais finalement, c'était exactement pareil. L'OTAN impliquait plusieurs acteurs, plusieurs pays, plusieurs technologies, divers et variées, des langues différentes, et comment faire travailler tout ça pour qu'un jour, si on n'a jamais besoin de ces forces, qu'elles puissent travailler ensemble. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est un modèle. Les initiatives internationales fournisseurs de solutions électroniques sont la bienvenue aussi, du moment qu'elles ne présenteraient pas des problématiques de droit à l'export. Mais ça, les détails, comme un datasheet compté par exemple sur une plateforme comme ça, ils devraient décrire leur licence et tous les gens, on estime qu'ils sont grands et majeurs pour choisir la bonne solution. Donc ce n'est pas une solution franco-française, ce n'est pas une solution uniquement européenne, elle est large, mais l'objectif quand même, c'est de donner de la visibilité et d'uniformiser les pratiques pour permettre aux industriels qui proposent des solutions de jumeaux numériques d'avoir accès à ces composants, que ce soit fournisseurs de solutions ou utilisateurs. Un autre élément auquel je suis passé tout à l'heure, j'ai rencontré plusieurs industriels, se pose le problème du retour sur investissement des modèles développés. Ils disent on a développé des modèles pour des produits A, on pensait qu'on allait les réutiliser dans le futur. Finalement, on ne les a pas réutilisés, mais ils sont là, ils sont de bonne qualité. Ben, eux aussi peuvent venir sur la place de marché pour valoriser ces modèles. C'est-à-dire qu'ils peuvent les brider, enlever les parties spécifiques, mais ça peut être valorisé. Donc il y a les fournisseurs de solutions, les fournisseurs de modèles, et tout ce monde-là, on devrait trouver une solution pour les faire travailler ensemble. Voilà, et merci. Merci Reda. Merci. Donc maintenant, c'est Jean-Philippe Malisset qui va nous présenter le groupe de travail logiciel pour objets intelligents et connectés. Merci. Merci Agnès. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est un groupe qui a donc je co-préside, on va dire ça, co-anime avec Christophe qui m'a laissé seul sur scène. Merci Christophe qui est là, si je m'identifie. Donc ce groupe a travaillé, a participé à la création, à l'initiative du programme S3P, qui aujourd'hui s'est terminé il y a à peu près l'année dernière, il y a 2 ans. Donc c'est un gros travail qui s'est fini. Depuis, le groupe est un petit peu en sommeil. Aujourd'hui, on est en train de le réactiver sur la partie, sur le volet CPS France et CPS for You, qui sont 2 consortiums qui sont nés, qui ont mis un petit peu de temps à se construire, et qui sont nés cette année, qui viennent de démarrer, qui ont démarré officiellement au mois de juillet. Et l'objectif, c'est effectivement, au travers de ce groupe, faire le lien et apporter de l'information sur tout ce qui est CPS. Parce qu'effectivement, alors les objectifs que vous voyez ici restent d'actualité, mais c'est effectivement de les orienter de façon plus prononcée vers le CPS et globalement sur les CPS, et comment on fait comment on partage les pratiques
pour essayer d'industrialiser davantage ce qu'on fait aujourd'hui autour des capteurs et de faire en sorte que l'information qu'on va récupérer sur un capteur, on puisse mieux la partager, mieux la travailler et mieux l'échanger pour offrir un maximum de services. Donc ça pose un certain nombre de questions. Aujourd'hui, sur les CPS, beaucoup de gens font des CPS, on verra au travers de l'étude qui va être restituée tout à l'heure, mais beaucoup de gens font des CPS sans le savoir. Et l'objectif, c'est effectivement d'être plus actif, travailler davantage, échanger les pratiques, parce que ce qu'on perçoit un petit peu sur le terrain, nous, ce qu'on voit en tant que je suis responsable de Captronics, ce qu'on voit sur le terrain, c'est beaucoup de gens qui font des CPS, mais pas forcément de manière structurée et pas forcément en allant chercher tout ce qu'ils pourraient aller chercher en termes de potentialité. On le voit beaucoup, l'objectif c'est quand même de croiser des signaux, de mieux comprendre le monde physique. Et aujourd'hui, ça se fait souvent de façon empirique. On a parfois, alors on parle d'algorithmie, on parle d'IA embarquée, etc. Mais tout ça, ça reste aujourd'hui quand même assez émergent. Et c'est d'ailleurs pour ça que le projet CPS est né. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir transférer, faire des liens entre ce qui se passe dans le projet CPS et ce qui peut se passer globalement dans l'industrie, dans les usages qu'on peut en faire. Un petit peu aujourd'hui vers quoi on s'oriente, avec par contre toujours des questions, ce qu'on essaye aussi de faire dans ce groupe, ce qu'on a fait dans le passé, c'est de regarder sur un plan pratique quels sont les points à lever, puisqu'entre la théorie et la pratique et la mise en œuvre, on a souvent un écart qui peut être relativement important, et on est dans de l'embarqué, on est souvent sur du microcontrôleur, donc avec des ressources qui sont limitées, avec des marges entre guillemets économiques qui sont aussi limitées. Donc tout ça, il faut arriver à l'optimiser. Donc c'est intéressant de partager les problématiques, la façon de résoudre, etc. Donc on a commencé à réfléchir à tout ça. On va essayer de vous proposer assez rapidement, sans doute avec l'objectif au premier trimestre 2020, une réunion de relancement, j'allais dire, sur cette thématique-là, pour refaire un petit peu un tour de table des problématiques des différents membres du groupe actuel et puis l'ouvrir. Donc vous êtes bien sûr les bienvenus pour le rejoindre. Voilà, merci. Donc je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet tout au long de la journée avec Christophe, sachant qu'il y aura toujours thématiques qui sont chères à Christophe, qui sont notamment celles de la cybersécurité. Voilà. Merci. Provenran, voilà. Merci Agnès pour cette précision. Merci. Donc maintenant, c'est Emmanuel Ledino de Thales qui va nous parler d'un groupe de travail qui est le Normes pour la sûreté de fonctionnement, logiciels et systèmes, un groupe qui fête ses 10 ans cette année. Bonjour à tous. Oui, donc on a fêté le 10e anniversaire de ce groupe que j'ai le plaisir de co-animer avec Jean-Paul Blancard, qui est présent dans la salle d'Airbus Defence and Space. Donc c'est un groupe... D'accord, merci. C'est un groupe qui donc porte sur le questionnement des principes sous-jacents aux standards de sûreté de fonctionnement dans 6 domaines industriels, donc automobile, nucléaire, aéronautique, etc. Et qui donc cherche, le but à long terme, c'est d'essayer un peu de comprendre quel pourrait être éventuellement un jour un standard qui soit commun à plus de domaines. Aujourd'hui, c'est très siloté. Voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, il me semblait qu'il y avait une planche avant. Voilà. Donc, c'est un groupe d'une dizaine de personnes. Il y a donc un noyau dur qui se réunit régulièrement, que vous voyez en gros sur cette image. Puis un cercle un peu plus large qui, je dirais, participe par mail principalement. Et donc on cherche à comprendre, on partage nos incompréhensions et nos compréhensions quand même dans certains cas aussi. Mais la raison pour laquelle ce groupe reste vivace, c'est que le sujet de la safety, son interaction avec la security, ne s'épuise pas. Bien au contraire, la croissance en complexité, les changements de technologie font que c'est toujours et plus que jamais d'actualité. Alors, dans les travaux 2019, je voulais mentionner 2 choses, parce que c'est
c'est quelque chose d'important. Le groupe a été à l'origine, enfin en tout cas à travers un de ses membres, qui est Bertrand Ric de Safran, que je tiens à nommer explicitement, a pris l'initiative de lancer un nouveau standard, donc l'IEC 63187, qui est relatif au système de défense, à la safety fonctionnelle des systèmes de défense. Et c'est un groupe, enfin c'est un standard dont les principes sont construits beaucoup autour de théorie des systèmes et théorie du contrôle, en particulier donc sous l'influence de Nancy Lefson du MIT et la méthode STPA pour ceux qui connaissent. Voilà. Et pour une bonne part, on suit à l'intérieur de ce groupe la genèse de ce standard, on relie un certain nombre de documents et on a une contribution. Il y a un comité évidemment qui lui fait ce standard, mais on a une contribution dans ce standard. Bon, la deuxième chose que je voulais citer, c'était donc un article qui a été soumis par le groupe à Embedded Real-Time System, donc Toulouse 2020, fin janvier, et qui essaie de traduire un sentiment du groupe relatif à, d'une part, l'émergence des méthodes formelles au niveau système cyberphysique, donc ce qu'on appelle les systèmes hybrides. D'autre part, une tendance du probabiliste à essayer de gagner sur le monde du logiciel et de devenir une espèce de continuum de justification, y compris là où on l'avait toujours fusé jusqu'à présent. Et puis, d'autre part, sur l'assurance développement et comment elle pourrait évoluer. Voilà. Sinon, on continue de participer à différents comités de révision. Alors, pour 2020, je dirais, en gros, on va continuer à travailler sur donc ce standard IEC 63187, sur la participation aux différents comités auxquels on appartient. Voilà, il n'y a pas de... Et puis, l'interaction Safety Security, qui va être un des thèmes qui va être un des thèmes principaux de cette journée, ça va être aussi un sujet de discussion dans ce groupe. Merci. Maintenant, voilà, Loïc Quanta, d'IRT Système X, va nous présenter le groupe de travail sécurité des systèmes autonomes qui a changé de nom et d'objectif cette année. Oui, parce que ce GT, initialement créé il y a 2 ans, s'est un peu cherché sur ses activités. Il était un peu en recouvrement avec d'autres GT. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'un des vrais enjeux, c'était l'avènement de l'IA dans les systèmes embarqués. Et donc, en discutant avec le petit groupe qui était à l'origine de ce GT, on a recentré sur identifier les verrous et essayer d'identifier les problématiques propres à l'IA et aux changements que ça a apporté dans les systèmes embarqués. Donc, dans la partie gauche, je ne vais pas forcément les détailler là, il y a une liste de verrous qu'on a identifiés, ne serait-ce que l'implication de l'humain dans la boucle, les problématiques de robustesse, la qualité des données, la gestion du cycle de vie des données dans la conception de systèmes d'IA. Et comment on fonctionne ? On fonctionne dans des groupes où on va partager nos cas d'usage. Donc chaque intervenant va dire qu'est-ce qu'il essaye de faire dans la mise en œuvre de systèmes embarqués d'IA. Pour qui ? Tous les industriels qui ont envie de partager. Puisque un de nos enjeux, ça va être d'établir une liste de verrous, parce qu'aujourd'hui déjà on ne sait pas trop comment faire, il y a plein de gens qui se cherchent sur ce thème-là. Donc quels sont les verrous qu'on a besoin technologiquement et scientifiquement de lever pour les aspects IA. Donc sur les activités 2019, donc on a redéfini les objectifs et le nom, ça a été un premier lieu. On a participé donc à l'émergence de la filière électronique qui définit sa roadmap en termes de composants, en termes d'architecture électronique. Et donc on regarde comment le logiciel s'adapte, parce que l'interface entre le logiciel et l'électronique évolue beaucoup avec ces problématiques d'IA, avec ces nouvelles architectures, le côté data-centric qui remplace un peu le logic-centric. Et donc on pense que contribuer à ces GT-là fait partie de notre roadmap avec le GT6, qui est le côté méthode formelle, etc. Et notre enjeu à la fin de l'année, l'année prochaine, c'est de sortir une liste de verrous à adresser, un peu de fusionner, parce qu'on ne sera pas les seuls, il y a beaucoup d'initiatives là-dessus, mais de fusionner un peu les différents pour fournir une liste de verrous sur l'IA et les systèmes embarqués.
Donc, cartographie. Après, je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire. Je répondrai éventuellement à quelques questions. On est bien sûr à l'écoute de tout nouveau membre qui voudrait nous rejoindre, parce qu'on sait que c'est un système qui évolue et comme on change de nom, on change de rôle, il y a peut-être de nouveaux acteurs qui auront envie de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Loïc. Maintenant, Renaud, si tu veux bien, va nous parler de Calré. Alors Renaud qui est à Calré, Renaud Stevens de Calré va nous parler du GT Ménicore certifiable. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je ne m'étendrai pas sur le premier point parce que je pense que vous avez dû vous en rendre compte. C'est quelque chose qui est commun à tous les groupes de travail. L'idée, c'est de faciliter les collaborations entre les différents acteurs. Donc, c'est quelque chose, je pense que la journée d'aujourd'hui en est une belle réalisation. Le deuxième point est un petit peu plus spécifique par rapport à ce groupe de travail. C'est qu'on est un des rares groupes de travail à couvrir toute la chaîne de la valeur des solutions matérielles jusqu'au système, en passant par les solutions applicatives, les couches logicielles et l'intégration de ces composants-là dans des systèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce groupe-là. Alors bien sûr, il est centré principalement autour du Ménicore de Calré. On est en train de l'étendre parce que ces solutions sont nécessaires pour plein d'applications à des multicœurs de différentes origines. Une des réalisations principales par rapport à ce groupe de travail, ça a été la réalisation d'un écosystème qui est très qui est pérenne, qui se base sur des grands donneurs d'ordre. Je pense à Safran, je pense à Thales, Airbus, Renault. Donc c'est très basé avionique et automobile. On se base sur une base académique très forte. Je vais pas tous les citer, mais entre le CEA, l'INRIA, le CNRS, on a des beaux laboratoires en France. Et on a surtout tout un écosystème de PME qui sont très fortes avec des solutions innovantes. Je pense à Chronosafe, je pense à Proven Run, Prophecy. Enfin voilà, c'est un écosystème qui est vraiment très riche. Et l'idée, c'est évidemment de faire travailler tous ces gens-là sur une solution commune. Donc la principale réalisation par rapport à ce groupe de travail, ça a été elle est en ce moment là. C'est un projet qui s'appelle Escape. C'est un projet d'investissement d'avenir PSPC qui regroupe tous ces acteurs-là et qui court encore qui va courir sur 2 ans pour les systèmes Ménicore. Alors l'étape d'après, évidemment, c'est quoi? C'est de passer à des systèmes pas uniquement Ménicore Calré, mais multicœur ou Ménicore qu'on trouve sur le marché. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les enjeux qu'on retrouve sur l'automobile et sur l'avionique, évidemment, sont aussi des enjeux qu'on retrouve dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie. Donc ce qu'on voudrait dans ce groupe de travail, c'est étendre à d'autres secteurs. Et on a évidemment une problématique commune qui est en train de monter, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, sur lequel les Ménicore de Calré et plus généralement les multicœurs sont tout à fait performants. Donc voilà, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur en 2020, tous les aspects réseau de neurones et accélération. Alors on recherche si d'autres personnes, d'autres entreprises sont intéressées, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est toujours friands de nouveaux membres et de pouvoir partager nos réalisations et nos développements. Voilà, je vous remercie. Maintenant, Michel Naclé de CS va nous présenter 3 groupes de travail. Le GT3 méthode formelle, le GT6 qui était sûreté des systèmes temps réel communicants et le petit dernier qui est né de la fusion de ces deux-là. Voilà. Je ne sais pas si je peux avoir le micro. Sinon tu mets ça. Parce que c'est trop bon pour moi. Non mais regarde ça. On se commence baisse. par rigoler. C'est bon. Très bien. Bon, mais écoutez, je vais essayer d'être bref, puisque j'ai au maximum 8 minutes. Donc, je présente d'abord les 2 GT qui sont méthodes formelles, qui étaient animés par Philippe Walter et Philippe Ponce.
à Aerospace Valley. Donc, a priori, ce GT avait été créé pour favoriser les échanges sur les méthodes formelles. Il a été créé en 2012 en dehors d'Embedded France et a rejoint Embedded France en 2015. Et il a fait pas mal de présentations avec l'avantage de faire partager les différents centres de recherche pour exposer ce qu'ils avaient dans leur besace pour aider les industriels à faire des choix. Donc, a priori, il y a eu, lors du workshop dont on parlait Agnès et Olivier, il y a eu l'opportunité de fusionner pour arriver effectivement à trouver des thématiques intéressant un petit peu plus des cas d'études industrielles. Donc, la fusion, on a avancé et donc vers une fusion avec le groupe Sûreté des systèmes temps réel critiques, co-animé par moi-même et Bruno Monsuez, qui ne peut pas être là puisqu'il part à Rome, on verra pourquoi. Et donc, le but pour nous, c'était de modéliser conjointement des propriétés fonctionnelles, non fonctionnelles et dysfonctionnelles au début, pour pouvoir raffiner progressivement une démarche d'ingénierie système. Et le deuxième, comment intégrer les méthodes formelles. Donc, le groupe avait démarré lorsqu'on a été invité à l'issue de la première, de la table ronde sur les CPS. Et, a priori, on a avancé, je dirais, de la recherche vers, petit à petit, les cas industriels, etc., à la fois dans la partie ingénierie et dans la partie méthode formelle. Donc, il y a eu certaines publications, dont la première, c'est la dernière, c'est celle qui va avoir lieu dans 2 jours à Rome. Et on a créé aussi, au sein du GT, avec l'appui de CS, un travail conjoint entre les 2 laboratoires de l'ENSTA Paris et l'ENSTA Bretagne pour affiner les acquis qu'on a fait pour le passage à l'échelle autour des méthodes formelles et de l'ingénierie formelle. Et donc, suite aux réunions dont on a participé, puisque Loïc en a parlé tout à l'heure, on a participé conjointement aux travaux sur la feuille de route du CSF, et je pense, lors de la table ronde, il y aura un certain nombre d'annonces, de discussions sur la possibilité qu'offre cette nouvelle roadmap. Et donc, tout ce qui est GT, STRC, a priori, est dévolu dans le nouveau GT qui s'appelle Ingénierie des systèmes embarqués critiques sûrs. Et donc, je pense, je ne dirai pas plus, sauf que pour vous dire que le papier officiellement qui sera présenté par Bruno à Rome se passe dans le congrès ICRS 2019, qui est un congrès orienté sûreté de fonctionnement sous l'égide de l'I3E italienne. Donc, là, je passe un petit peu à nos objectifs, et pour faire un peu de formel, j'ai codé sous la forme ensembliste la fusion, et je représentais à gauche la sortie des 2 animateurs qui nous ont bien poussés à aller de l'avant.
Donc, n'ayant pas ni les photos d'Agnès ni d'Olivier, ben, j'ai imaginé plus jeune, parce que Olivier, on s'est connus jeunes tous les deux. Et donc, le but quand même, c'est de capitaliser autour de la sûreté, mais cette fois-ci au sens dependability, entre sûreté de fonctionnement et cybersécurité. Et ce qui nous intéresse, c'est de raffiner, alors en deux termes, que ce soit en montant ou en descendant, alors le clustering ou le refinement qui est en fonction des démarches, à la fois ce qu'on a présenté là, dans la partie sûreté avec machine à état et algèbre évolutive, et pour attaquer la partie sûreté de fonctionnement, qui va démarrer avec le projet entre les deux Insta et d'autres partenaires qui rejoindront éventuellement, qui amèneront peut-être des cas, etc., on va raffiner par machine learning pour arriver effectivement à recréer des situations et apprendre à partir de situations déjà existantes et comment se protéger contre les vulnérabilités. Donc, il y a une feuille de route, comme dans le précédent GT, on travaille par bilan annuel à la fin de l'année. On se repositionne, on corrige les événements et on repositionne. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, sur la sûreté de fonctionnement, par exemple, 3 réunions d'échange, sur la cybersécurité, 3 réunions d'échange, sur les vérifications formelles, 2 réunions d'échange, et 2 réunions d'échange sur des cas d'études. Et donc, pour plus d'informations, vous pouvez soit contacter Bruno, soit moi-même. Merci. Ouais, merci vraiment à tous les animateurs. Vous avez tous tenu le timing. Donc une dernière planche là de synthèse sur les groupes de travail dans leur nouvelle configuration, puisque ça a un petit peu changé. Donc le groupe logiciel pour l'objet intelligent connecté va se focuser sur les CPS. NSL, normes pour la sûreté de fonctionnement, logiciel et système, c'est inchangé, ça continue. IA embarqué qui a remplacé sécurité des systèmes autonomes. Menicore certifiable qui va plus s'ouvrir vers le médical, l'industrie 4.0, les smart cities. Donc le nouveau groupe VIPE, et puis le dernier groupe présenté par Michel qui regroupe méthode formelle et sûreté des STRC, c'est ingénierie des systèmes embarqués, critiques et sûrs. On a essayé de remplacer les numéros par des noms qui soient un peu plus significatifs. N'hésitez pas à rejoindre les différents groupes, à nous proposer la création de nouveaux groupes si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur. Bien entendu, il y a un processus de cooptation pour entrer dans les groupes, il y a un processus pour créer aussi un nouveau groupe. Toutes les infos là qui ont été présentées ont également été mises à jour sur le site web Ambed France. Donc n'hésitez pas à aller à regarder, et vous avez un document complet sur finalement les réalisations de chacun des GT. Et le dernier point, c'est on a parlé d'animation, donc on va poursuivre l'animation qu'on a commencé en 2019, et donc dès janvier 2020, on aura une première réunion d'animation inter-GT, date à définir, pas encore connue aujourd'hui. Voilà, je vous remercie encore et je cède la parole sur la commission formation à Jean-Luc Chaboudi. Merci. Merci. Bonjour. Il faut utiliser cet engin. Alors, sur la commission formation, déjà un rappel de la composition, puisque comme l'a présenté Sandrine tout à l'heure, on a voulu aussi l'étoffer en termes de participants.
Et on va continuer dans cette démarche. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, une fois plus, à venir nous voir lors des pauses ou lors du repas. Juste pour rappel, donc Sandrine, qui présentait les activités d'Embedded de France en début de réunion, participe à ce groupe. Je vais demander aux autres personnes de se lever, comme ça vous permettra pendant les pauses de les voir. Donc, Jean-Luc est là, Jean-Luc Chabaudy, Eric Stéphanie, Valentin Weber, qui ne pense pas qu'il puisse être là aujourd'hui. Ensuite, nous avons, c'est terrible, année après année, j'ai besoin de plus en plus de mes lunettes pour voir l'écran. Christophe Paggi, Provenrun, Dalila Kateb et CCA, donc les représentants des écoles. Bertrand Castagnier-Catier et Ascenso Visino Country de MathWorks. Très bien, donc vous aurez l'occasion aussi de les voir pendant les pauses. Alors, juste, vous voyez, on est à peu près à 30% de femmes, donc on n'est pas encore au niveau de la parité, c'est pas mal. Juste au passage, c'est là où la partie formation est importante. Si on arrivait, c'est à peu près le double de la formation dans les écoles d'ingénieurs, dans la filière système embarqué. Donc c'est un premier objectif. Avant les 50%, c'est déjà pour nous, au niveau des écoles et de la formation, d'avoir à peu près 30% de femmes qui rejoignent ces filières. Alors, un rappel sur les objectifs de cette commission, qui a été créée, je crois, très tôt au sein d'Embedded France. Je ne faisais pas encore partie, mais je pense que c'était dans les premières, avec les premiers GT, c'était créé cette formation, en particulier avec une participation active à l'époque du Syntec numérique. Donc c'est que finalement c'est un secteur où il y a un manque d'appétence que les gens ne connaissent pas bien, en particulier les gens ne connaissent pas forcément, les jeunes ne connaissent pas forcément ces formations. Alors en effet, aujourd'hui c'est essentiellement sur l'école d'ingénieurs, on le voit, les Bac plus 5, on a des difficultés de recrutement tous dans nos entreprises, mais on se disait qu'il y avait un peu moins le cas pour les formations Bac plus 2 et même Bac, mais on a été très surpris à travers les échanges qu'on a avec la filière en électronique, c'est que c'est aussi difficile. Si on prend le cas des EMS, donc de la production d'électronique, trouver des personnes qui sortent du Bac avec une formation assez sérieuse ou en Bac plus 2 rejoignent ces entreprises, ils ont un mal fou. Donc ça ne se limite pas qu'aux ingénieurs, c'est une difficulté qu'on rencontre dans l'ensemble du secteur. Et puis, on en est tous convaincus, parce qu'on est tous présents aujourd'hui, c'est qu'on dispose d'atouts. C'est un secteur hyper intéressant, c'est un secteur qui rapproche très souvent du fonctionnel, c'est un secteur où on trouve tous les métiers, toutes les activités, donc c'est quelque chose qui doit pouvoir attirer les jeunes. Alors on fait quoi? Présence sur tout le terrain, c'est en effet, donc je laisserai Jean-Luc en parler plus directement sur les actions qui ont été faites et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. Et puis, c'est aussi l'occasion, à travers cette commission, de parler plus entre industriels, laboratoires et écoles. C'est aussi l'occasion de se rencontrer et à moyen terme, de s'assurer que par nos échanges, on oriente les formations des écoles vers une adhérence plus forte aux besoins des entreprises. Et puis, pourquoi une formation? Évidemment, c'est un sujet qui nous motive tous. Et comme l'a dit Cédric en ouverture, le fait qu'on se rapproche de la filière électronique, qu'on ait des contacts avec la commission formation, c'est important parce que, comme je vous le précisais tout de suite, on découvre que ces difficultés, elles ne sont pas que pour nous, elles sont aussi assez globales dans le secteur et il est important de s'en occuper. Merci Eric. Hop. Alors, les principes, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain et qu'est-ce qu'on fera l'an prochain? Ce qu'on a fait, on est allé à la rencontre des étudiants. On est allé à la rencontre des étudiants. Donc, comme vous le voyez, Aisier, plus 50%. Ah, pardon. On va y arriver. Donc, l'Aisier, 50% d'élèves choisissant la filière de l'embarqué après notre passage. Nous sommes des Attila de l'embarqué. Aisia, résultat extraordinaire, pareil. Il suffit d'aller voir les jeunes. Il suffit de leur dire, mais de l'embarqué, vous ne savez pas, c'est enfoui, c'est planqué, mais c'est des produits, c'est super intéressant, on va vous expliquer. Et lorsqu'on va dans ces écoles-là, sur le terrain, on oublie nos casquettes, il ne s'agit pas de faire du recrutement, c'est clair. Je ne vais pas avec ma casquette Altran, ni
ni Eric avec sa casquette d'hiveriste. Le but n'est pas là, mais le but est de présenter différents angles, différentes visions. Et ces jeunes qui sont intéressés par les produits, ils accrochent. Et là, c'était deux cas extrêmement concrets. Le terrain, c'est bien, mais la stratégie, la préparation et surtout l'utilisation de dispositifs gouvernementaux d'aide au retour à l'emploi, c'est pas mal. Hein, vous savez que le monde de l'IT, depuis une dizaine d'années, utilise POI, PEC, donc ces dispositifs qui permettent de remettre sur le chemin de l'emploi des gens qui en sont écartés. Alors, notre cible à nous, ce sont les Bac+5, c'est les PhD, c'est les jeunes docteurs qui ont choisi des filières un peu encombrées. Et on les sélectionne parce que tous n'ont pas les bonnes caractéristiques, mais certains les ont et sont des gens fidèles qui ont connu des difficultés, qui sont reconnaissants à leur employeur de leur donner une chance. Et voilà, ce qui marche bien dans l'IT, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous dans le domaine d'embarquer? Il faut qu'on ouvre un peu nos chakras, hein, il faut qu'on soit un peu plus ouvert que parfois nous ne le sommes. On a diffusé une campagne de recrutement. Pareil, encore une fois, ça a été souligné à de nombreuses reprises, nous ne voulons pas apparaître comme un acteur parisien. Nous voulons être ancrés dans la province, nous voulons être ancrés dans les régions. Donc voilà, nous avons diffusé cette campagne de retour à l'emploi qui a sillonné toute la France. Nous avons filtré sur le code NAF qui nous intéresse et puis on a diffusé vis-à-vis de nos adhérents. La filière électronique, je ne vais pas y revenir, mais c'est super important parce qu'on a vraiment les mêmes enjeux. 2020. On va faire la mise à jour. Ceux qui, parmi vous, sont allés sur le site internet. Vous voyez un petit onglet commission emploi formation et puis une cartographie un peu interactive. Ici, extrait d'une étude de l'OPIEC il y a quelques années. Bon, cette étude de l'OPIEC, elle est bien, mais elle commence à dater de quelques années, 3-4 ans. Il est temps de la mettre à jour. Ça sera fait en 2020. Le référentiel des compétences, notre vision. Des métiers de l'embarqué, ce dont on a besoin pour être chef de projet, architecte, testeur, valideur, développeur, etc. Donc pareil, il faut qu'on soit au plus proche de nos univers, de vos univers. Donc nous attelons à la remise à niveau. Les lycées. Alors ça, c'est un peu nouveau, parce qu'on a mené quelques actions dans l'école d'ingé, mais en fait, il faut préparer nos jeunes, il faut leur permettre de découvrir les produits. Et ça peut se faire également au niveau des lycées. Donc nous avons accueilli très récemment dans notre commission 2 acteurs importants, donc Mathworks et Cathy, qui chacun dans leur domaine vont déjà dans les lycées. L'un faisant la promotion Bertrand, pourrais-tu te lever? Bertrand, lève-toi Bertrand. Voilà. Bertrand Castagnier, donc Cathy, mais mon petit doigt me dit qui reviendra sur scène un peu plus tard. Ascension, si tu veux bien te lever. Voilà, Mathworks. Donc ce sont deux entités qui, pour des raisons un peu différentes, mais ont le même objectif, aller à la rencontre des jeunes. Ça nous intéresse. Les hackathons. Il y a un an, c'était dit hackathon, PSA, je crois, organise des choses, pourquoi pas nous? On n'a pas beaucoup avancé, on n'a pas beaucoup avancé. La filière électronique devrait nous permettre de faire un pas de géant dans cette direction, parce qu'eux ont l'habitude de ce genre d'événements. Aider nos adhérents académiques, nous continuerons à aller sur le terrain. On a bâti un petit quiz, première fois à Lésia. Bon, l'audience était un peu passive, il a fallu un peu les secouer. À Lésia, on avait construit un quiz, et puis avec un vote, cette photo, cette voiture, cet avion, ce train, ce dispositif médical, ce robot connecté, est-ce que c'est un système embarqué, oui ou non? Et puis on avait décliné les métiers de l'embarqué, c'est quoi? Si je rentre en faisant du test, est-ce que je suis prisonnier du test toute ma vie? Si je rentre dans l'automobile, est-ce qu'un jour je pourrais travailler chez Airbus? Bon, toutes ces questions-là, on essaie de les pousser vers les jeunes pour les remuer, leur permettre de réfléchir. Autre dimension, vraiment ce qui nous intéresse dans l'association, c'est amener de la valeur à nos adhérents. On a des problématiques de stage. Alors certaines écoles n'ont aucune difficulté à trouver des stages pour leurs étudiants. Certaines en ont un peu plus. Certaines entreprises n'ont pas de difficulté pour accueillir des stagiaires, certains en ont un peu plus. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une mise en relation à faire à notre niveau? Voilà. Donc, autre dimension qu'on essaiera de traiter en 2020.